Bonjour à tous, donc bienvenue à ce sprint 52 qui a commencé le 10 septembre et qui se termine aujourd'hui le 21 octobre. B52, bon, parce que c'est le sprint 52. Bon, toujours, quand on reprend en fait le numéro du sprint pour le titre, ça veut dire qu'on n'a pas trop de focus sur une fonctionnalité particulière. Cette fois-ci, c'est un peu orienté sur les versions. Vous verrez que tu peux passer le sommaire, que en fait, dans les différents modules applicatifs qu'on gère, on a beaucoup travaillé sur les versions, que ce soit au niveau EasyParse, que ce soit au niveau ZMeta avec NPWall, que ce soit aussi, dans ce qui concerne l'évolution d'EasyMeasure, on a travaillé sur les versions logicielles. Donc, dans ce sommaire, les principaux chapitres, communication, donc on vous parlera un peu des supports qui ont eu lieu, des nouveautés avec Frédéric. Au niveau analogiste aussi, on a travaillé parce qu'on a collaboré avec en interne à l'INIST les sites, les applicatifs dédiés aux données de la recherche pour voir comment on pouvait travailler avec eux et pour eux. Au niveau EasyParse, donc je l'évoquais, on a travaillé sur des montées en version, en particulier pour Node. Et puis des nouveautés au niveau des middleware, la production de manière traditionnelle, les suivis et là encore des changements de version, mais en ce qui concerne les OS. Au niveau EasyMeta, gros focus sur NPWall avec une mise en production importante et une collaboration avec Click and Read qui sera évoquée par Léo. Et puis au niveau EasyMeasure, donc des nouveautés aussi, l'intégration d'NPWall, enfin de tableaux de bord NPWall, la mise à jour du plugin reporting en vue d'un changement de version, et puis le retour du travail sur Sushi. Voilà. Et puis Thomas nous fera un point sur Readmetrics. Donc communication. Frédéric, tu prends la main ou c'est moi qui le dis? Donc, Oui, je fais le premier slide et tu feras le oui, suivant. oui, Donc, oui, on a eu allez-y. 6 installations EasyParse, là encore, qui viennent de partout. À noter une installation taïwanaise avec qui on a eu des échanges parce que ça correspond à un nouvel outil de type EasyProxy. Et donc, la personne qui a fait l'installation, qui nous a contacté, était intéressée par l'intégration aussi de nouvelles plateformes avec un besoin de collaborer pour l'analyse de ces plateformes, donc avec Analogist. On a eu 3 rendez-vous. Alors là, je parle de support, mais plutôt personnalisé. Hein, contrairement aux supports mutualisés qui seront évoqués par Frédéric. On a eu pas mal aussi de temps consacré au support parce que suite au changement de version EasyParse, on a dû faire des retours en arrière parce que il y a un problème qu'on avait sous-estimé, c'est le fait que les versions d'EasyParse installées sont parfois sur des vieux OS et donc qui ne supportait pas la montée en version. Donc on a dû faire pour les installations automatiques un retour. On n'a pas eu trop de feedback. On a eu encore 14 inscriptions dans EasyMeasure, donc ça progresse toujours régulièrement et c'est souvent corrélé en fait à ces supports mutualisés, donc dont va parler Fred. Vas-y, Fred, je te passe la main. Alors, bonjour à tous. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, le bilan des supports mutualisés donc, pour la période du 10 septembre au 21 octobre. Donc, on a eu 3 supports organisés avec Thomas et moi-même. Donc, 6 heures consacrées donc, à ces supports, puisque ce sont des supports de 2 heures. On a eu 29 participants qui font partie de 22 établissements partenaires d'EasyMeasure. Donc, les thèmes qu'on a surtout abordés, c'était la prise en main des tableaux de bord pour les correspondants EasyMeasure et le reporting. Et on en parlera tout à l'heure à la fin de la sprint. La prochaine session sera sur la certification des plateformes dans EasyParse. Donc, la slide suivante, c'est par rapport au blog. Donc, on revient un petit peu sur les articles de blog pour faire un petit peu de com dessus. N'hésitez pas à aller consulter le blog parce qu'on met régulièrement
des infos sur les journées parseurs qu'on organise tous les mois à chaque sprint. Donc, ça vous donne des infos sur la mise à jour et sur les nouveaux parseurs créés. Donc là, on va en parler aussi. C'est assez conséquent. Et puis, deux articles importants sur la gestion des membres de mon établissement et le nouveau formulaire EasyMesure. Donc, c'est vraiment deux articles avec des vidéos qui vous aident à justement à mettre à jour votre fiche partenaire et de voir aussi comment donner les droits d'accès à vos collègues dans votre établissement en tant que membre EasyMesure. La slide suivante, c'est la partie analogiste. Donc, une petite métrique par rapport aux parseurs, justement. On en a 396 donc, qui sont intégrés dans EasyParse. On va en parler. Il y en a 17 nouveaux qui ont été intégrés dans ce sprint. On a 225 parseurs qui sont utilisés par les partenaires de l'ESR. Ce sont des chiffres EasyMesure que l'on verra ensuite. Et puis, on vous rappelle régulièrement de mettre à jour votre instance locale régulièrement. Et puis, on préconise le retraitement des logs 2 fois par an. Donc ensuite, les chiffres EasyMesure, eh bien, on a dépassé au niveau du total des accès réussis dans EasyMesure, on est à plus de 100 millions d'événements de consultation, 225 plateformes, donc 225 parseurs. Et puis, on voit que les plateformes qui génèrent de plus d'événements de consultation, ce sont les plateformes Istex, NCBA, Cyberlibris, Kern, Dalos et Sciences Direct. Voilà, et on voit que dans les partenaires qui chargent le plus dans les mesures, on retrouve, mis à part Istex, Inserm et puis BIPCNRS, on retrouve Strasbourg, Montpellier et puis l'Université de Lille. Voilà. On va passer donc aux journées parseurs, donc un slide donc avec une liste impressionnante de plateformes qui ont été mises à jour. Donc je ne ferai pas le détail. Il y a un article de blog à ce sujet qui relate de ces mises à jour. On remercie beaucoup Julie de la Bibliothèque nationale du Luxembourg pour tout le travail qui a été fait au niveau des tests et des analyses rajoutées. Donc toutes les plateformes allemandes et luxembourgeoises qui ont été rajoutées, c'est grâce à elle. Et puis aussi notre collègue de l'Université de Picardie, Virginie Collin, qui s'est mis aussi aux analyses de plateforme. Et ça, c'est super pour l'équipe. Voilà. Merci. Donc, alors, durant cette sprint aussi, donc, on a été contacté par le département de Valorisé, qui est donc de l'INIS-CNRS, pour justement réfléchir avec les trois équipes qui sont en place, qui travaillent sur les données de la recherche, avec Doranum, avec Catopidor et puis l'équipe Omeka, pour voir la possibilité de mettre en place de la mesure d'usage des données de la recherche par rapport à ces plateformes qui ont été développées donc, à l'INIST CNRS. Donc, on a contacté Doranum, on leur a proposé EasyParse et donc on est dans l'attente d'une réponse de l'équipe parce que, à savoir si par rapport à leur plateforme, ils vont utiliser Matomo ou EasyParse. En ce qui concerne Catopidor, eh bien c'est dans leur cas à eux, la réponse s'est faite durant la consultation, c'est que c'est un wiki qui est en ligne et donc c'est vraiment pas une plateforme avec des données en ligne, c'est surtout des liens, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de mettre EasyParse sur Catopidor. En revanche, pour Omeka, là, Omeka, donc je vous rappelle que c'est un logiciel qui permet de mettre en ligne des bibliothèques numériques et qui a été utilisé donc, par cette équipe pour mettre en ligne des données de la recherche qui ne sont pas utilisées et qui permettent au grand public de consulter des plateformes intéressantes sur des données de recherche. Et donc, il y a possibilité là, avec EasyParse, de créer un parseur pour justement détecter des références de consultation, des images et puis des recherches. Donc, on a déjà créé 3 analyses sur 3 plateformes qui sont en production et on attend un petit peu aussi donc, le retour par rapport à la production sur les logs et aussi sur l'éventualité de l'enrichissement avec l'identifiant ARC qui est utilisé pour ces plateformes.
Donc, on en parlera sûrement à la prochaine sprint. Et là, je vais laisser la parole donc à Yannick qui va parler d'EasyParse. Alors, on va commencer par la petite slide technique et ennuyeuse qui va durer 2 minutes. Donc, sur ce sprint, au niveau d'EasyParse, la partie notable, c'est qu'on est passé de Node.js 4 version 10, qui est dépréciée, qui n'est plus maintenue à présent, à la dernière version stable en date, à savoir la 14, même si la 16 va sortir d'ici quelques jours, ce qu'on ne manquera pas de faire dans la foulée. Et donc, EasyParse passe en version 3.7.2. Alors la première chose à savoir évidemment, c'est que comme on est passé en version 14, on a un certain lot d'améliorations au niveau du langage, de stabilité, de sécurité bien évidemment. On en a profité pour faire un nettoyage d'un certain nombre de dépendances qui étaient devenues inutiles. On a adapté le script de mise à jour d'EasyParse, donc quand vous faites un make update, notamment pour éviter justement des problèmes de conflit qu'on pouvait avoir lorsqu'EasyParse monte de version de Node.js. Jusqu'ici, on pouvait avoir des problèmes qui fait que quand on mettait à jour EasyParse et que la version de Node.js changeait, on se retrouvait avec comment je pourrais dire ça, des dépendances installées avec la précédente version de Node.js, ce qui pouvait poser des problèmes. Donc le script de mise à jour gère mieux cette partie-là. Et le script qui vérifie la bonne configuration d'EasyParse a été également un peu revu. À présent, il ne plante plus si jamais EasyParse est déjà lancé. Enfin, plantez plus. C'est-à-dire il vérifie que le port sur lequel écoute EasyParse est bien libre. Mais maintenant, si EasyParse est déjà lancé, il va se contenter de dire OK, EasyParse est déjà lancé, donc c'est bon. Et on vérifie également les dépendances avec les systèmes qui n'utilisent pas DPKG mais RPM. Avec un petit lot d'ailleurs, je crois qu'on a eu un petit effet de bord par rapport à une dépendance qui est GCC et qu'il faudra qu'on vérifie plus tard. Donc voilà, globalement les choses se sont bien passées, mais on a quand même eu des petits soucis par rapport, comme disait Dominique, aux EasyParse qui sont installés sur des OS relativement vieux, qui n'ont pas les dépendances nécessaires pour passer à la version 14 de Node. Donc on a passé un petit peu de temps de support pour gérer ça. Donc il faut donc garder bien à l'esprit pour pour les parties, enfin pour les gens techniques ici qui vont mettre à jour leur EasyParse prochainement, que votre OS doit être relativement récent. Donc ensuite, au rayon des nouveautés, on a des nouveaux middleware. Le premier s'appelle HostChain. Son objectif est relativement simple. Donc c'est un middleware qui est apparu après une demande d'Open Edition. Il faut savoir que dans les fichiers de log, il arrive qu'on ait dans la partie IP, on peut avoir des chaînes d'IP, notamment quand les logs passent par différents proxys dont toutes les IP sont loguées. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec l'IP source plus l'IP des proxys précédents. Et ces chaînes d'IP peuvent avoir des effets de bord, en particulier pour la géolocalisation, parce qu'on se base sur une IP, mais quand on essaie de géolocaliser une chaîne d'IP, ça ne marche pas. Donc ce middleware-là, il sert précisément à ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il récupère dans les chaînes d'IP l'IP source, et il va garder uniquement l'IP source, et il va mettre la valeur originale dans un autre champ. Ce qui va permettre ensuite, notamment au middleware d'enrichissement, enfin de géolocalisation, de bien faire son travail. Ensuite, un autre nouveau middleware, à savoir EasyUnPaywall. Donc on parle pas mal d'EasyUnPaywall en ce moment, notamment parce que il vient d'être mis en production et qu'il fonctionne chez Click and Read. Au niveau d'EasyParse, on a donc un middleware qui permet d'enrichir les événements de consultation à partir d'un DOI en requêtant EasyUnPaywall. Donc à partir du moment où on a un DOI, ça marche un petit peu comme Crossref, ça retourne un certain nombre de métadonnées, en sachant que l'intéressant là-dedans, c'est surtout qu'on récupère des métadonnées sur l'état open access des événements de consultation, comme vous pouvez le voir en dessous sur une revue voilà, quelconque de chez Wiley. Donc voilà. Et ensuite,
Alors ça, c'est pas tout à fait un nouveau middleware, mais plutôt une mise à jour. Le middleware qui est chargé, donc c'est vraiment le middleware principal, celui qui s'occupe d'appliquer les parseurs sur les URL. Donc suite à des échanges avec l'OCLC qui avait besoin de mettre beaucoup de domaines dans ces parseurs, comme par exemple le Wiley qui a énormément de sous-domaines, ils nous ont demandé de pouvoir mettre de pouvoir gérer ce qu'on appelle des wildcards. Et c'est donc ce que permet de faire maintenant le parseur, enfin le middleware parseur. C'est-à-dire que dans le manifeste des parseurs, des plateformes, dans la partie des domaines, on peut maintenant mettre des étoiles de façon à ce que toutes les URL qui se terminent du coup par ça, typiquement étoile.onlinelibrary.wiley.com. Là ici on voit qu'on a une URL avec aap.onlinelibrary.wiley.com. Du coup, ces URL-là vont pouvoir être correctement récupérées par le parseur, enfin traitées par le parseur sans avoir à rentrer la liste complète de toutes les URL existantes. Donc cette fonctionnalité a tout de même un léger impact sur les performances. Donc pour le moment, on la considère entre guillemets comme expérimentale. Donc pour l'activer, il faut rajouter un header particulier, à savoir Hello Domain Wildcards. Et voilà. Et du coup, on va tester ça un petit peu, je pense, avant de de l'activer par défaut. Donc ensuite, on passe à la partie production. Je vais passer la main À Laurent. à Laurent. Ah, moi, oui. Bonjour à tous. Donc, au niveau de la production, il y a les choses habituelles, donc la vérification des traitements quotidiens. Bon, là, il n'y a rien eu de trop particulier. Bon, une reprise un peu conséquente en début de semaine dernière, suite à un petit souci sur le proxy. Bon, voilà, mais sinon, c'était pas rien de dramatique. Donc, les points les plus importants, par contre, donc il y a eu un suivi de la mise en production de Unpaywall. Alors, c'est je dirais une mise en production effective, puisque là, on a réellement branché une application conséquente, le Click and Read, sur le Unpaywall miroir, sur EZ Unpaywall. Et donc, on a fait tout un suivi de production. Il y a eu quelques allers-retours avec l'équipe Click and Read et puis Léo. Léo va en parler un peu plus largement tout à l'heure. Donc voilà, on a suivi ça avec des tests de charge, etc. Et puis, donc on continue le travail de fond au niveau de l'infrastructure avec le passage de toutes les machines en Ubuntu 18. Il en reste encore quelques-unes. Là, sur ce sprint-là, ça a concerné la VIEZ Parse. Bon, ça, en fait, c'est une machine d'intégration. Bon, je ne m'étendrai pas sur le détail, mais bon, voilà, c'est une machine qui permet à nous, la prod, et à l'équipe EZ Parse, EZ Mesure, de rassembler notre travail pour valider que tout se passe bien. Et le point particulier, c'est qu'on en profite du coup pour passer EZ-Parse en mode Docker. Alors EZ-Parse existait déjà en mode Docker, mais chez nous, c'est vrai qu'on le faisait tourner en mode traditionnel, installé sur une machine. Et donc là, on est en train de profiter de ce passage en Ubuntu 18 pour également passer en fonctionnement Docker. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Laurent. Eh bien, on va passer justement à Léo qui va reprendre le flambeau pour parler de Z-Meta. Oui, donc bonjour à tous. Donc comme l'a introduit Laurent et toute l'équipe, on a Click and Read qui s'est branché sur Easy Unpaywall, donc on a effectué plusieurs actions dessus. Et je parlerai aussi après d'EasyHLM. Alors, faudrait que tu parles un peu plus fort, Laurent, Léo, s'il te plaît. ok, donc par rapport à Easy Unpaywall, on a travaillé sur le suivi de production. Donc on envoie un mail maintenant où on va avertir que les destinataires, on va avertir les destinataires qu'une mise à jour est en cours d'exécution, comme on peut voir avec le mail à gauche. J'ai également revu la mise en page du rapport de mise à jour, donc lorsque le traitement est fini, avec le mail à droite, où j'ai ajouté un peu plus de couleurs pour qu'on puisse surtout voir au premier coup d'œil si la mise à jour s'est bien déroulée. Donc on affiche en vert si tout est OK, sinon c'est un gros rouge qui apparaît. On peut passer à la slide suivante.
Alors oui, donc suite à des échanges qu'on a eus avec l'équipe Click and Read, on a appris que NPWall fournissait maintenant des snapshots de mise à jour quotidiens. Donc on a mis à jour la procédure de mise à jour des données NPWall en passant d'une alimentation hebdomadaire à quotidienne. Et donc l'utilisation de ces snapshots quotidiens accentue l'effet miroir de notre serveur puisque maintenant EasyNPWall est plus ressemblant à l'original à un jour près. Donc comme on l'a expliqué, on a passé Click and Read sur EasyNPWall, mais il faut savoir qu'avant, Click and Read était branché sur le NPWall original. Et donc on a préparé le basculement sur EasyNPWall en refaisant des tests de charge avec Gatling. Donc ça a permis d'apporter la preuve que le serveur pouvait supporter la charge. Donc à la base, la seule information qu'on avait avant de faire les tests, c'était que Click and Read effectuait plus d'1 million de requêtes à NPWall par jour, donc qui correspond à 1 million de DOI. Donc dans nos tests Gatling, on a cherché à trouver la limite que le serveur NPWall pouvait supporter, et donc en étalant nos tests, on est arrivé à ce résultat-là. Donc sur un test d'une heure, un test Gatling d'une heure, on a pu voir qu'EasyNPWall pouvait supporter la charge de 11 millions de DOI, pour un total de 550 000 requêtes par lot de 20 DOI. Et donc avec un produit en croix, en estimant que si ça marche pour une heure, ça marcherait pour 24 heures, on arrive à un résultat de 250 millions de DOI. Donc les 1 million quotidiens estimés par Click and Read ne devraient pas mettre à genoux le serveur. Et donc on peut passer à la slide sur oui. Donc lors de nos tests Gatling, on a également cherché à avoir des infos sur l'impact d'une mise à jour pendant une simulation d'activité de Click and Read. Puisque comme j'ai expliqué juste avant, les données EasyNPWall sont mises à jour de manière quotidienne. Et donc c'est un cas d'usage qui pourrait arriver. Donc on a pu suivre l'état du cluster élastique grâce au monitoring Kibana. Et donc sur ce monitoring, on peut voir que pendant la mise à jour des données NPWall, qui est représentée par les pics du diagramme en bas, on peut voir que le search run, donc la capacité à Elasticsearch de chercher des données, représentée en haut, est très peu impacté par les mises à jour. Et donc, grande nouvelle du coup, Click and Read maintenant a publié sur tous les stores une mise à jour le 4 octobre, et donc mise à jour auquel Click and Read va maintenant recruter EasyNPWall. Et donc on s'attendait à partir de cette date-là à avoir des requêtes sur EasyNPWall, et il fallait donc qu'on puisse suivre l'activité du serveur, et justement sur la prochaine slide, on a créé un tableau de bord Kibana pour voir l'usage des services NPWall sur EasyMeasure. Donc pour avoir ce résultat-là, on a utilisé nos outils, c'est-à-dire qu'on a passé les logs d'EasyNPWall dans EasyParse. Et donc selon ce tableau de bord, on peut voir deux choses. Premièrement, on voit le test Gatling qui est représenté par le grand pic isolé en orange. Et deuxièmement, on voit l'activité Click and Read qui a commencé sur la partie à droite. Donc ce tableau de bord, il est intéressant puisque ça donne un ordre de grandeur de l'impact de Click and Read par rapport aux tests qu'on a fait. Et donc on peut voir que Click and Read reste encore au-dessous de nos tests. Donc toujours dans ce contexte EZ-Meta, donc EZ-Meta, le cluster d'enrichissement dont on peut se servir pour enrichir les événements de consultation. Il y a aussi une partie, donc là on voit une représentation schématique de ce cluster. Hein. On voit que dans ce cluster, c'est là où sont hébergées les données NPWall, le miroir. Aussi CallHLM dont vient de parler à l'instant. Et il y a aussi une chose qu'on vous avait montré qui est le référentiel CNRS. Donc en ce qui concerne BIPS CNRS, vous m'entendez bien là? C'est mieux, ouais. Voilà. En ce qui concerne BIPS CNRS, donc on a des informations qui nous parviennent dans les fichiers de log qui nous donnent quelle est l'unité consultante, sauf qu'on a juste son numéro. Et ce qu'on souhaite, c'est savoir éventuellement comment s'appelle cette unité et à terme comment elle est composée, c'est-à-dire combien il y a de personnes qui travailleraient dans cette unité, éventuellement les proportions entre le personnel de recherche et le personnel administratif, etc., pour pouvoir avoir une meilleure idée des consultations. Donc on avait travaillé sur cet aspect, on sait le faire, on a prouvé qu'on savait le faire,
Et il se trouve que Metador a besoin aussi d'une partie de ces informations. Et donc l'idée, c'est que Metador, ils ne refassent pas de leur côté le travail qui a déjà été fait et qu'ils puissent donc bénéficier de ce qu'on avait un peu préalablement dégrossi. Et donc on a eu un certain nombre de réunions et donc Metador va pouvoir utiliser une partie ça concerne aussi l'infrastructure, hein. Il y a des machines concernées qui permettent de se connecter sur l'API référentielle du CNRS et récupérer les données. Voilà, donc là, cette collaboration commence, et j'espère qu'elle va se poursuivre et qu'elle donnera lieu à quelque chose de bénéfique pour les deux projets. Merci Dom. Eh bien, on va enchaîner avec la partie EasyMesure. Et donc, je vais vous présenter donc, le travail que j'ai fait en commun avec Steven. Donc, on vous avait parlé de tableaux de bord génériques qu'on a créés pour les espaces partenaires. Donc, ces tableaux de bord permettent justement pour les nouveaux partenaires de pouvoir s'approprier des tableaux de bord de mesures d'usage de leur établissement assez facilement parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas toujours évident de se lancer dans la création de visualisation. Donc ces 4 tableaux répondent à des besoins, je dirais, basiques qu'on peut avoir au départ dans un établissement, et notamment aussi au CNRS. On les utilise, mais on les a un petit peu agrémentés à notre façon. Et donc là, on a décidé de pas seulement les charger aux collègues qui s'inscrivaient au support mutualisé, mais là, on l'a chargé dans tous les espaces des partenaires. Il y en a 73 dans EasyMesure. Donc, ces 4 tableaux ont été chargés et Steven va vous expliquer techniquement comment il a pu faire. Oui. Donc techniquement, en fait, on a développé il y a un petit moment une commande qui s'appelle EasyMesureAdmin, donc ici abrégé en EZA, comme on peut le voir sur la capture d'écran, donc qui nous sert à administrer notre instance d'Elasticsearch et de Kibana. Donc dans cette commande, en fait, on a une sous-commande qui permet de gérer les tableaux de bord, et ici, en fait, on a une commande qui s'appelle Dashboard Copy, et on a le --it qui permet de le faire en mode interactif. Et donc, cette commande, elle se décompose en 4 étapes. Donc, on va avoir l'espace source. Donc, dans notre cas, il s'appelle org template. Puis, on aura le choix des tableaux de bord. Donc, j'ai sélectionné les 4 tableaux de bord en question. Et on a ensuite l'espace de destination. Donc, dans cet exemple, l'espace CNRS. Puis, s'il y a un ou plusieurs index patterns, on aura le choix. On pourra choisir l'index pattern sur lequel on veut que ce soit ciblé. Donc voilà, bon, ici j'ai remplacé par des X. Et une fois que tout ça a été choisi, on peut voir qu'on a, ici on a 4 lignes qui nous dit que le tableau de bord, donc on a le nom de l'espace et le nom de l'identifiant du tableau de bord qui est copié vers l'espace CNRS. Et j'ai répété la commande là une bonne à peu près 70 fois. Il y a dû avoir des vérifications faites derrière, puisque des espaces avaient plusieurs index patterns, donc il fallait savoir sur quel index il fallait vraiment rattacher ces tableaux et tout ça. Donc ça s'est fait. Enfin, il y a une partie automatique et il y a une partie un peu plus manuelle sur les vérifications d'index. Ce qui est intéressant, c'est que normalement, cette procédure, on l'a fait manuellement dans Kibana. Et ça peut générer des erreurs puisqu'on est obligé d'enregistrer, de faire une exportation du tableau, enfin des données, enfin de la structure du tableau et ensuite le recharger dans un autre espace. Donc grâce au développement de Steven, eh ben, on a quand même pu, même s'il fallait le faire sur tout l'ensemble des espaces, on a pu le faire en une après-midi alors qu'il nous aurait fallu plusieurs jours pour le faire. Donc bravo Steven. Et puis, donc, on va continuer avec Dominique qui va nous parler justement de l'espace EZ&P Wall. Oui, c'est pour compléter ce qui a déjà été évoqué, hein, donc du coup, cette mise en production du serveur EasyNP Wall, et donc l'idée de pouvoir avoir un suivi sur ce serveur, et donc d'utiliser les outils qu'on maîtrise pour le faire, c'est-à-dire EasyParse et EasyMesure,
Et donc, en fait, ce slide, c'est pour montrer... Vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Oui, c'est pour montrer en fait que les utilisateurs de Click and Read sont intéressés dans le fait de pouvoir suivre les consultations du serveur Easy on Paywall. Et donc on a créé dans EasyMeasure un espace dédié avec un tableau de bord dédié. Et donc du coup, dans ce tableau de bord, vous retrouvez un peu ce que vous avez vu tout à l'heure, que vous a montré Léo, mais c'était pour la partie des tests. Et là, en mode courant, on a un tableau de bord qui nous permet de voir à la fois un histogramme des requêtes et du nombre de requêtes qui sont reçues tous les jours par le serveur, et puis un histogramme aussi sur le nombre de DOI qui sont interrogés à travers ces requêtes. Je le rappelle, en mode traditionnel, enfin le serveur d'origine unpaywall, c'était une requête, un DOI. Là, en fait, on a pour optimiser en fait les nombres de requêtes. Là, le serveur Easy on Paywall est capable de répondre à des requêtes par lot. Et donc, il n'y a plus cette équivalence. Donc, on a quotidiennement environ 50 000 requêtes, ce qui donne plus d'1 million, même 1,5 million DOI interrogés, requêtés par jour. Donc, ça veut dire qu'on reçoit des lots de environ 30 DOI, ce qui correspond potentiellement dans une page de recherche d'un navigateur. On voit que ça peut aller jusqu'à 30, voire plus. Voilà. Donc les chiffres sont relativement intéressants. On peut avoir une carte géolocalisée des requêtes. Et puis on ne le voit pas là, mais en fait aussi ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les navigateurs. Donc parce qu'en fait Click and Read, c'est une extension de navigateur. La part de chaque navigateur dans les interrogations. Voilà. Donc c'est un nouveau tableau de bord, un nouvel espace qui est donc accessible en interne chez nous à l'INIST. Voilà. Merci Dom. On va enchaîner avec Steven qui va nous parler de la mise à jour du plugin reporting. Le reporting, vous savez, il est quand même maintenant beaucoup utilisé depuis sa mise en production. Il y a 70 tâches de reporting qui sont en place, et donc il faut le faire évoluer, et Steven a travaillé dessus justement pour l'améliorer. Oui, donc comme Frédéric disait, je travaille dessus pour l'améliorer. C'est surtout un besoin de le faire évoluer par rapport aux versions de Kibana qui elles évoluent constamment. Donc pour garder à jour Kibana, on est obligé de migrer sur les versions, et donc le plugin est obligé de suivre ces versions, puisqu'il utilise les composantes de Kibana. Donc ici, sur cette capture d'écran, on peut voir que niveau interface, ça a été mis légèrement à jour. On n'a plus cette carte au milieu, mais c'est en pleine page. C'est en fait pour suivre le style, le design de l'interface de la version d'Elastic, donc qui est ici en 7.14 sur cette capture d'écran. J'y ai rajouté quelques fonctionnalités comme ce petit bouton pour recharger les tâches en haut à droite qui n'y était pas avant. Et on peut voir que sur le tableau, donc il y a des cases à cocher. C'est pour remplacer certaines actions qui se retrouvaient en fait dans le menu à droite, dans les 3 petits points, comme supprimer une tâche ou en générer une. Donc en fait, maintenant on peut sélectionner une ou plusieurs tâches, ou bien toutes les tâches par la case qui est en haut, et on aura un petit bouton pour les supprimer ou les générer. Donc on pourra en supprimer par lot et en générer par lot, ce qui n'était pas le cas avant. Je crois que ça ne chargerait pas. En plus de cette mise à jour du plugin qui est toujours en cours, j'ai mis à jour EasyMeasure, puisqu'on se retrouvait confronté à un petit problème, c'était la récupération du mot de passe. Du mot de passe utilisateur Kibana, hein, je parle bien, puisque en fait il fallait être connecté avant, ça se retrouvait dans l'onglet Mon compte, puis dans la partie Kibana pour récupérer le mot de passe. Et le mot de passe était envoyé par mail, c'était un mot de passe généré d'une dizaine de caractères. On avait la même chose à la première inscription. Donc en fait, ce système remplace justement cet envoi de mot de passe par mail à la récupération, et aussi bien à l'inscription, puisqu'à l'inscription, quand on arrivera sur la première page d'EasyMeasure où on demande d'accepter
les conditions d'utilisation avec la RGPD, on tapera son mot de passe directement et ça évitera d'avoir un mot de passe générique, généré automatiquement par mail et de le modifier par la suite. Donc voilà, là je vais vous montrer une petite démonstration. Donc dans cette partie de connexion, on retrouve le mot de passe oublié dans la partie Kibana. Donc après, il faudra taper son nom d'utilisateur. Voilà. Ça chargera un petit peu le temps de générer le mail et de l'envoyer. Une fois fait, on a juste à consulter sa boîte mail et on retrouve ce mail qui nous dit que voilà, le mot de passe, vous avez perdu votre mot de passe, vous voulez le récupérer. Donc il y a un bouton réinitialiser votre mot de passe qui redirigera vers EasyMesure. Et on peut voir juste en dessous, en fait, il y a un token en fait dans ce lien qui expire au bout de 3 heures. Donc vous avez 3 heures pour changer de mot de passe, une fenêtre assez correcte. Et si au bout des 3 heures ou si le mail n'est pas venu, vous pouvez toujours y accéder, refaire une demande. Donc l'interface se présente de cette manière. Donc en fait c'est assez basique. On demande le mot de passe et de répéter le mot de passe pour le valider. Et une fois fait, il suffit de le sauvegarder et votre mot de passe est modifié. Super. Mais on va enchaîner avec Yannick, S'il veut bien passer à la slide suivante. qui va nous parler de la reprise du travail de Sushi 5. Alors oui, donc ce sprint marque le retour des slides dédiés à Sushi dans nos slides. Hop. Donc on a pas mal travaillé, dernièrement sur Sushi, en particulier sur des tâches de fond qui sont pas vraiment montrables. Le but étant de rendre ça le plus exploitable possible parce qu'on s'attend quand même à ce qu'il y ait une utilisation relativement poussée, on va dire. Donc voilà, parmi les dernières modifs qu'on peut montrer et qui va nous permettre de sécuriser les identifiants, parce que c'est quand même assez fastidieux de rentrer tous les identifiants Sushi quand on a beaucoup de plateformes, c'est le cas au CNRS typiquement. On a mis en place une fonctionnalité d'import-export qui va nous permettre de les sauvegarder, et notamment quand on va vouloir mettre ça en production et vous ouvrir à tous. Il faut savoir que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de rentrer des identifiants, donc ça va nous permettre de les récupérer et de faire en sorte que vous n'ayez pas à les réentrer. Donc à quoi ça ressemble l'import-export de ce que j'appelle le portefeuille d'identifiants Sushi, d'une certaine manière, faute de termes plus parlants, on va dire. Hop. Donc quand on se connecte sur EasyMesure, donc là je vais me connecter en tant que moi-même, c'est plutôt pratique. On va remarquer là que j'ai un rôle SushiForm qui me donne accès aux fonctionnalités Sushi et un rôle CNRS qui fait que je suis correspondant technique en l'occurrence du CNRS. Donc à ce moment-là, dans le menu de mon établissement, j'ai accès à cette page donc où on rentre la totalité, on rentre les identifiants Sushi. Donc ces identifiants-là, on voit qu'il y en a beaucoup, ça a été assez fastidieux à rentrer. Et donc maintenant, la commande EasyMesure Admin dont Steven a parlé juste avant, permet de faire un export de ces identifiants. Donc la première chose qu'on va faire avec, c'est qu'on va se connecter en tant qu'administrateur d'EasyMesure. Et ensuite, on va pouvoir appeler la commande EasyMesure Admin Sushi Export, qui va donc nous permettre de faire le fameux export. On va lui donner un dossier où mettre les exports, parce que potentiellement on peut exporter plusieurs établissements en même temps. Donc là on l'a fait pour le CNRS, et on voit qu'il nous dit qu'il a exporté ça correctement dans le dossier que je lui ai donné. Donc si on regarde le contenu du fichier qui a été créé, on peut voir qu'il contient toutes les plateformes qui sont actuellement dans la page. Ce qui fait que
si ces fameux identifiants finissent par être supprimés de manière volontaire ou non, on va pouvoir les réimporter. Et c'est donc la commande suivante qu'on voit. Donc EasyMeasure admin sushi import, le pendant inverse. Donc on va lui donner le fichier qu'on vient de générer. On va lui dire d'importer ça dans le CNRS et voilà, il nous réimporte tout, il nous dit qu'il en a importé 45 et on va pouvoir retourner sur notre page. Et voilà, on retrouve tous les identifiants sont de nouveau en place. Donc voilà, ça va nous permettre de sécuriser les identifiants de façon à éviter les pertes volontaires ou non. Voilà. Et donc la suite logique, donc l'objectif va être d'ouvrir au plus grand nombre le formulaire pour rentrer les identifiants. Donc ça, l'objectif serait de le faire courant novembre pour un début de rapatriement de rapport qui se fera lui plutôt courant 2022, début 2022. C'est bon pour toi, Yannick? Oui, encore faut-il qu'il veuille bien passer à la slide suivante, encore une fois. C'est Thomas qui va enchaîner. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Eh bien, moi, je continue sur la lancée de Yannick. Donc, Yannick a exposé le calendrier prévisionnel de cette fonctionnalité et de ce que ça va nous amener. Et si on pousse un pas plus loin, en fait, on a l'idée de présenter ça sous la forme, c'est plus une modalité de communication qu'autre chose, mais tout ce que Yannick vient de montrer là, on va regrouper ça dans un ensemble, un module qu'on va appeler EasyCounter à l'avenir, parce que ça va nous permettre de différencier l'utilisation d'EasyMeasure traditionnelle, celle qui consiste pour la plupart des établissements aujourd'hui à verser dans EasyMeasure des données EasyParse, et d'ouvrir EasyMeasure par le biais de ce module EasyCounter à tous les établissements qui ne pouvaient pas accéder à EasyMeasure parce qu'ils n'opèrent pas de proxy ou parce qu'ils n'ont pas mis en place EasyParse, mais qui trouveront quand même un intérêt à EasyMeasure parce que soudainement, on pourra y saisir ces identifiants sushi, ce qui permettra de commencer à moissonner des rapports Counter 5, et d'accéder aux informations contenues dans ces rapports directement dans EasyMeasure par le moissonnage automatique. Donc on est en train d'organiser toute l'infrastructure en coulisses pour permettre ça et pour rendre ça plus clair au plus grand nombre. Dire voilà, maintenant on a EasyCounter dans EasyMeasure et EasyMeasure devient le point d'accès unique à la fois pour les données EasyParse et pour les données Counter pour tous les établissements membres de la communauté ESR et membres de la communauté Cupra. Donc voilà, c'est juste une façon de vous expliquer un peu comment la communication autour de cet ensemble de fonctionnalités sera étiquetée. Si on passe à la diapo d'après, je vais dire un mot du chantier Readmetrics, et en particulier une rencontre à laquelle moi je n'ai pas pu assister, mais à laquelle Dominique et notre collègue du Luxembourg, Patrick Pfeffer, ont participé sur la base de discussions préparatoires préalables. Donc on a pris officiellement contact avec un groupe de travail qui s'appelle CC+, qui opère au niveau international dans le consortium des consortiums qui s'appelle l'ICOLC, et qui depuis 3 ans maintenant travaille à la création d'un EasyMeasure type EasyCounter, tel que ce qu'on vient de vous exposer, c'est-à-dire un outil de gestion consortiale des stades d'usage sur la base de rapports Counter, et qui est en train de terminer son travail avec la production d'une suite logicielle en logiciel libre, pardon, et qui est en train de mettre en place un système de gouvernance pour donner à la communauté la main sur ce logiciel-là. Ce qui nous intéresse dans la discussion avec CC+, c'est que, évidemment, on travaille dans le même type de domaine et pour le même type de fonctionnalité et à peu près pour le même type d'acteurs.
et en fait, c'est pas plus mal qu'on soit plusieurs sur ce créneau-là parce que ça permet d'enrichir les cas d'usage avec et des outils et des pratiques et des communautés qui sont un peu différentes, enfin qui sont variées et qui sont donc un peu différentes. Et notre idée, c'est, dans le cadre de cette discussion avec ce partenaire particulier, c'est d'arriver à pousser la création d'un rapport counter nouveau, qui serait un rapport à l'échelle de l'article, à l'échelle de la ressource consultée, donc ce qu'on sait très bien faire avec EasyParse, et sur la base du travail préparatoire, mais déjà en production, qui a été mené côté Luxembourg, pour dire que des rapports counter au niveau article, avec un dédoublonnage, avec une session un peu longue du type une session journée, ça pourrait permettre de fournir des indicateurs supplémentaires sur les données d'usage. C'est-à-dire on s'écarterait de la notion d'accès ponctuel pour se rapprocher d'une notion chercheur-ressource, un couple qui dit, voilà, un chercheur qui accède à une ressource au cours d'une journée. On n'est pas obligé de compter les 15 fois où il a accédé à l'article dans son navigateur, on compte une fois et ça suffit pour dire qu'un article a été accédé. Et du coup, quand on commence à prendre les choses par ce côté-là, ça permet d'envisager les discussions avec les éditeurs d'une façon un peu différente, en particulier sur la notion de coût au téléchargement, qui a souvent été une sorte de mesure, un indicateur qui rendait invisible le reste. Chaque éditeur ayant comme objectif de nous montrer que son coût au téléchargement était plutôt plus bas que celui de ses voisins. En fait, cette notion de coût au téléchargement, elle est très... Elle dit pas tout à fait ce qui se joue, en particulier quand on commence à envisager que un chercheur qui a accédé à une ressource au moins une fois dans la journée, on n'a pas besoin de compter plusieurs fois les accès, parce qu'on peut avoir des pratiques maintenant de consultation qui provoquent des hausses d'usage qu'on n'a pas vraiment besoin de compter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'articles qu'il faudrait acheter réellement pour servir les usages de la communauté pour laquelle on souscrit des abonnements. Alors du coup, tout ça, ça nous emmène vers ces notions de rapport à l'article avec des informations de dédoublonnage qui débordent un peu ce que Counter spécifie. Et donc, plutôt que de travailler à l'extérieur de Counter en disant, nous, on a des meilleures idées sur les métriques qu'il faudrait calculer et qu'il faudrait proposer à la communauté, celle des chercheurs et puis celle des négociateurs, on pourrait travailler au sein de Counter pour proposer des rapports supplémentaires qui seraient du coup ingérables par non seulement les outils qui produisent ces rapports, donc ReadMetrics et EasyMeasure en l'occurrence, mais aussi d'autres outils, puisque ReadMetrics n'est pas encore déployé ailleurs qu'au Luxembourg en fait, et puis ailleurs qu'en France, sous la forme de EasyParse, EasyMeasure, comme vous le connaissez déjà. Mais si on veut que ce type de rapport soit plus largement diffusé et connu et utilisé, il faut qu'on puisse le diffuser à l'extérieur, et notamment dans des outils comme CC+, mais d'autres outils de gestion de stats consortiales comme Cellus et comme les outils de stats intégrés au SGBM. Enfin voilà, donc il faut qu'on puisse proposer aussi des rapports normés, et ça se passe au sein de Counter. Donc on a toute cette discussion-là qui commence avec le groupe de travail CC+, et qu'on va essayer d'élargir à Counter, à Spark Europe, et puis à d'autres acteurs qui pourraient être intéressés par ce chantier-là. Je suis désolé, j'étais un peu long, du coup je m'arrête là et je laisse Frédéric reprendre la main. Merci Thomas. Eh bien, on va parler des prochains rendez-vous qui vont venir. La prochaine revue de sprint, donc ce ne sera pas le jeudi 9 décembre comme c'est écrit. On a dû changer la date. Ça va être le mardi 7 décembre. De toute façon, je vous enverrai une info par mail pour vous confirmer tout cela. Les réunions mensuelles GTI, la prochaine, ce sera le 18 novembre 2021. Et puis, comme disait tout à l'heure Yannick, par rapport aux webinaires, on va mettre en place donc les webinaires sur la saisie des identifiants sushi pour les établissements partenaires. Ça va se faire progressivement. On va d'abord, il y a une phase de test qui va être mise en place ces prochains jours-là, du côté justement de Yannick, pour vérifier que l'import-export est
répond bien à toutes les attentes qu'on souhaite avoir pour cette collecte d'identifiants. Et dès que ça sera confirmé, on vous communiquera donc les dates des prochains webinaires. Ça sera sûrement peut-être le 15, mais en tout cas sûrement le 29 novembre pour les premières saisies d'identifiants sushi dans votre espace EasyMesure. Et ensuite, donc slide suivante, ça va être la ligne de vie. Peut-être que Dom, tu veux dire un mot à propos de la ligne de vie? La ligne de vie, vous commencez à la connaître parce que vous la voyez à chaque sprint. Bon, vous voyez qu'il y a des fonctionnalités qui glissent un peu vers la droite au fur et à mesure qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas les proposer aussitôt qu'on aurait souhaité les proposer. Les trucs à noter, c'est effectivement le gros truc qui nous a pris pas mal de temps, c'était la mise en prod de EasyNP Wall pour Click and Read. Mais ça n'empêche qu'on a quand même essayé de toujours d'être attentif à ce travail de fond qui nous permet de sécuriser le fonctionnement de toute la suite. Parce que on essaye d'être attentif à tous ces problèmes de sécurité, de mise à jour de logiciels, etc. De ne pas pour limiter en fait notre dette technique. Donc la priorité elle est aussi à la dette technique, à la résolution de la dette technique par rapport aux nouvelles fonctionnalités. Et ça nous permettra d'être plus solide, en particulier si, comme les perspectives le sont, on est en équipe un peu plus réduite de façon, en tout cas à partir du début de l'année prochaine. Il faudra que tout marche bien, qu'on n'ait pas de soucis pour pouvoir proposer de nouvelles choses, et donc du coup qu'on ait résolu cette dette technique qui survient forcément au fil du temps. Voilà. Merci Dom. Donc la prochaine slide, nos formations avec une belle slide revue par Yannick. Donc les supports mutualisés donc en format 2 heures qui remplace les formations en présentiel, donc ce type de format qu'on a mis en place avec Thomas, qui vous permet justement de revoir des points sur tous nos applicatifs, nos outils EasyParse, EasyMesure. Donc voilà, dans le blog, vous trouvez toutes les informations sur ces rendez-vous. À savoir que le prochain rendez-vous du support mutualisé, c'est le 15 novembre, mais il est hélas déjà complet. Ça va concerner la comparaison des plateformes dans EasyMesure et avec les comparaisons avec les rapports éditeurs, notamment maintenant Counter5, le TRJ3 qu'on va mettre en comparaison avec les articles HTML PDF d'EasyParse. Et puis, le 29 novembre, on n'a pas encore établi le thème. On laisse encore un petit peu, justement, une fenêtre ouverte. Si vous avez des idées de thèmes par rapport à des supports mutualisés qui vous intéressent, qui vous tiennent à cœur et qu'on n'a pas encore abordé, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous contacter. Contactez directement easyteam@couperin.org et on sera un plaisir d'y répondre en général favorablement. Voilà, donc pour les formations. Et puis, je crois qu'on arrive à la fin de cette sprint review et on va tout de suite laisser la place à des questions. Si vous souhaitez poser des questions, soit par le chat, soit directement en prenant la parole, n'hésitez pas. Bonjour, j'ai une question, c'est Catherine Fournier. Bonjour Catherine Fournier. J'ai une question à Thomas Porquet. Dans ce que Oui. tu as expliqué là tout à l'heure sur la durée de 1 jour qui pourrait être prise comme référence dans de futures modifications des rapports d'usage, est-ce que cette durée, elle a été choisie au hasard ou bien elle a été choisie par rapport à un retour d'expérience, par exemple, sur les pratiques des chercheurs dans leur consultation d'articles? Cette durée, elle a été, c'est la durée qui est en utilisation au Luxembourg. En fait, ils ont un proxy pour desservir leurs membres. Le consortium luxembourgeois a un proxy unique pour desservir
ces établissements membres, ils sont pas très nombreux hein, par rapport à Couperin. Du coup, ils peuvent avoir un dispositif comme ça. Et ils ont réglé leur proxy pour générer une session de 24 heures parce que c'est la durée qui reste justifiable au regard du règlement sur les données personnelles, au moins à Luxembourg, et c'est la durée acceptée par leur DPO. Au-delà, on pense que c'est trop long et ça serait trop compliqué à diffuser. Counter, par défaut, travaille sur des sessions de 1 heure. Donc, en fait, on a un espace de négociation entre 1 heure et 24 heures. C'est un peu c'est un compromis, quoi. Il y a pas, c'est pas, enfin, pour répondre précisément à ta question, c'est pas basé sur un comportement particulier de chercheur. C'est 1 heure, ça nous paraît trop court. Et 24 heures, ça nous paraît un truc acceptable à porter. Techniquement, c'est possible. Enfin, on remet les compteurs à 0 au début de chaque journée ou au milieu de la nuit. Enfin, voilà, et ça permet d'avoir une journée de parcours utilisateur. Mais après, on pourrait pousser la logique plus loin et dire des sessions d'1 mois. Mais je pense que ce serait inaudible en termes de protection de la vie privée. C'est une discussion qu'il faut qu'on ait avec les éditeurs. On avance avec le cas d'usage du Luxembourg en se disant que ça peut permettre d'ouvrir la porte à cette discussion sur la durée des sessions. Mais en fait, c'est qu'un premier et unique cas d'usage et il faut qu'on voit comment on peut présenter ça aux éditeurs. Et cette discussion-là, elle n'a pas encore tout à fait commencé. Ouais, Ça répond à... Pardon. Ça veut dire qu'en fait, toute consultation multiple d'un article au cours d'une journée ne serait comptée comme qu'une. Ouais, on compterait la première et les suivantes seraient ignorées. D'accord. Et ça fait baisser, au Luxembourg, ça fait baisser d'1 tiers les consultations. Oui, ils le font déjà, ouais. En fait, au Luxembourg, ils procèdent à plusieurs étapes de dégraissage. La première étape, c'est celle de dédoublonner aux 24 heures. Donc ça, ils perdent déjà 1 tiers de leurs accès. Et ensuite, ils enlèvent les consultations d'articles qui sont disponibles ailleurs en open access. Sur la base du DOI, ils sont capables de dire qu'un article qui a été accédé derrière un paywall est accessible ou non ailleurs sous forme open access. Et ils enlèvent ça aussi. Et ça enlève encore 1 tiers de leurs consultations. Et du coup, mécaniquement, ils ont un coût au téléchargement, un coût à l'usage, pour le coup, qui n'est plus le téléchargement, mais qui est plutôt l'usage, qui augmente, quoi. Et donc, ils retournent voir les éditeurs en disant votre coût au téléchargement, vous présentez à 80 centimes par article, en fait, il est plutôt de l'ordre de 5 € par article. Donc, ça bouscule un peu la discussion traditionnelle qu'on peut avoir avec les éditeurs, quoi. Je crois qu'il avait déjà présenté leur tableau de bord. Oui, il le présente. On l'a présenté. On l'a présenté en Afrique du Sud récemment au cours de l'été là, à la conférence Sanlic. Mais Je vais même pouvoir ici, retrouver le en lien sprint quelque part. review, Teresa l'avait présenté justement Aussi, ouais. l'usage du tableau. Et je pense qu'on en reparlera à l'AG Couperin en novembre, là, au 15 novembre. L'idée clé, en fait, hein, c'est le couple article personne consultante, enfin identifiant de consultation, et de dédoublonner autour de ça. Et c'est quelque chose qui est dans la discussion depuis des années et des années. Et là, je pense qu'on est en mesure techniquement de pouvoir proposer quelque chose. Et donc, ça arrive bien, je pense. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des remarques, hein, n'hésitez pas aussi. Eh bien, si vous n'avez pas de questions ou de remarques, on va peut-être arrêter pour aujourd'hui. Et donc, on va vous remercier de votre présence, hein, et on espère vous retrouver bien le 7 décembre, hein, et non pas le 9 décembre. Donc, le mardi 7 décembre à 10h30 pour la dernière revue de sprint de l'année. Donc, merci à tous et puis bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir, merci.